Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez retrouver sur votre plateforme audio préférée pendant toute la saison NBA. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou X. Laissez-nous un commentaire, une question. Laissez-nous un like, ça nous fait super plaisir et puis ça nous encourage à continuer. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce début de saison des Mavs. Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou est-ce que vous êtes plutôt inquiet ou n'importe quoi entre les deux? En tout cas, on va reparler avec mes deux acolytes, à commencer par Quentin. Salut Quentin. Salut Barnabé, salut tout le monde. Super content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, alors que ça fait quoi, une semaine et quelques. Mais comme on était sur un bon rythme, ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Donc super content de vous retrouver. Et on est avec Nico aussi. Salut Nico. Ouais, salut Bernab, salut Quentin, salut tout le monde. Écoute, même constat que Quentin, ravi de vous retrouver. Ça fait une éternité, ça fait juste 8 jours, je pense, mais ça fait quand même une éternité. Parce que le monde de la NBA a bien repris et ça va vite. Il y a des matchs constamment maintenant, donc il faut suivre le rythme. Alors, on enregistre cette émission le 4 novembre, donc il faut savoir qu'il y a 6 matchs de saison régulière qui sont déjà derrière nous. Ça va nous permettre de faire une petite analyse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc hier soir, on avait un match contre Orlando, la victoire des Mavericks 108-85. Et ce soir, on a un match contre Indiana. Donc tout à l'heure, après le podcast, on va aller regarder ça. Donc on va passer cette émission pour revoir un peu ce qui s'est passé pendant les 6 premières rencontres. Et j'ai envie de vous demander votre avis sur ce que vous avez vu jusqu'à présent. Alors, si on a un peu notre côté négatif, le verre à moitié vide, on va dire que les Mavs, malgré leur bilan de 4 victoires et 2 défaites, il y a 3 victoires contre des adversaires plus faibles, à savoir les Spurs, le Utah Jazz et puis Orlando. Il y a une belle victoire contre Minnesota, on va en reparler, mais il y a aussi 2 défaites qui font un peu mal contre Phoenix et Houston, où les Mavs sont quand même dominés au rebond et on fait pas mal de fautes. Enfin, on va en reparler, mais bon, ces deux matchs noircissent un peu ce début de saison. Si vous avez le verre à moitié plein, on va dire que les Mavs ont réussi à avoir 4 victoires et 2 défaites sans jouer leur meilleur basket, notamment Luka Doncic qui n'a pas encore eu vraiment de match référence. Enfin, peut-être celui contre Orlando hier. On peut dire que c'est peut-être le premier gros match de Luka, mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas vu le Luka de la saison dernière. Tout ça pour demander à Nico ses impressions générales des 6 premiers matchs. Alors Nico, est plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Alors moi, je suis un garçon toujours plein d'enthousiasme. Je pense que c'est notre 13e émission, donc vous savez que j'ai l'enthousiasme du fan et je crois dans un monde meilleur. Je vous rappelle aussi qu'on est à la veille des élections présidentielles. Donc je répète, je crois dans un monde meilleur. On verra les résultats de demain. Mais petite blagounette à part, le bilan, il est correct pour moi. C'est quand même un poil décevant, mais il reste correct. Je trouve qu'on ne part pas sur les chapeaux de roue avec 4 victoires et 2 défaites. C'est honnêtement pour moi quand même un poil décevant parce que l'équipe est assez stable et je m'attendais à un départ un peu plus dragster que celui-là. En sachant que, comme tu as dit, on a joué quand même quelques équipes faibles, voire très faibles pour Utah. Si on revoit notre classement, je pense que Utah, je les mets vraiment tout au fond de l'Ouest maintenant, là. Où on a joué aussi quand même des équipes handicapées par les blessures, comme Orlando hier soir, très affaiblies. Donc on a quand même des défaites frustrantes contre Phoenix et Houston à la maison. Il y a plein de raisons, on va revenir sur les raisons de ces défaites. Mais je suis un poil mitigé. Je dirais c'est un élève dissipé qui peut mieux faire, mais qui a un grand potentiel. Faut aussi après, je suis aussi à me satisfaire aussi des belles victoires, et je pense notamment à la victoire en back-to-back à Minnesota, qui était quand même un match casse-gueule au possible, où il y a eu une super réaction de l'équipe. Et j'insiste sur l'équipe, on va en reparler, pas forcément individuellement, mais l'équipe dans son ensemble. Et voilà, après 6 matchs, ça te permet aussi de voir un peu, tu vois quand même quelques récurrences. Il y a des choses qui changent, mais il y a quand même des récurrences et quand même il y a des traits qui commencent un peu à se dessiner sur le comportement de l'équipe, ce qu'elle fait bien, moins bien. Et on se dit, les tout premiers axes d'amélioration potentielle. Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu en penses, toi, des 6 premiers matchs? Tu es plutôt confiant? Ouais, je suis quand même plutôt confiant. Donc,
4 victoires sur 6 matchs, ça fait 2 tiers. 2 tiers de 82 matchs, ça fait 54-55 victoires. C'était notre prono, enfin il me semble que c'était le mien, donc ça me va sur ce rythme. On sait qu'en saison régulière, on va forcément de temps en temps perdre des matchs face à une équipe qui sur le papier est plus faible. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a des défaites, voilà, certaines défaites qui peuvent être frustrantes. Moi, pour l'instant, je dirais que, enfin, je suis pas étonné que l'équipe commence un peu en mode diesel, où on sent que ils en ont clairement encore sous la pédale. Certains éléments que je voulais vraiment regarder, on reviendra par la suite, m'ont plutôt convaincu. Mais on va dire que ce que j'attends, c'est de revoir une fin de match qui est vraiment serrée. Pour l'instant, c'est vrai que nos 6 matchs, ça n'a pas trop été le cas. J'ai trouvé vraiment quelque chose, vous savez, serré jusque dans la dernière minute, etc. J'attends de voir ça de l'équipe, mais de manière générale, je reste quand même plutôt confiant et ça confirme plus ou moins tout ce qu'on a pu penser, en tout cas de nos émissions précédentes pour ma part. Ouais, si on regarde quand même pour rester positif, si on m'avait dit que l'équipe n'allait pas bien marcher, si on voyait qu'il y avait des problèmes d'automatisme ou de collectif, je serais inquiet. Mais là, en fait, on a l'impression que ce qui manque, c'est Luka Doncic. Il a pas eu ses 5 premiers matchs, à part hier. Hier, il a été bon, mais les autres matchs, il a vraiment pas été au niveau qu'on espérait. Donc, si c'est ça qui nous manque, eh ben, ça reste positif. Il suffit que Luka retrouve son niveau habituel et normalement, ça devrait se passer plutôt bien. Bah, il nous fait un très très gros match. Oh, pardon, Nico, il nous fait un très très gros match face aux Suns, mais au final, dans cette rencontre-là, c'est le collectif qui a manqué parce que j'ai trouvé que nos 3 stars ont fait un match qui était quand même bon. Et par contre, c'est derrière où ça n'a pas répondu et c'est pour ça qu'on le perd. Parce que mine de rien, sur ce match-là, Luka, il en plante 40 quand même avec des pourcentages qui sont meilleurs que sa moyenne. Mais voilà, le seul match où il était vraiment, enfin, très bon en plus d'Orlando, c'est le reste de l'équipe qui n'a pas répondu. Mais sinon, de manière globale, je suis assez d'accord avec toi. Il est un petit peu en demi-teinte ce début de saison de la part de notre franchise player. Ouais, bah, écoute, c'est un peu ce que j'allais dire en fait. Pour moi, il est un peu sur le courant alternatif. Et c'est ok, hein, il y a 82 matchs dans la saison, on sait très bien qu'il va pas marquer 50 points à chaque match et qu'il aura du déchet. Donc bon, après, je pense qu'il a juste un peu plus de déchets que d'habitude. Il a eu quelques coups de génie, à la fois dans le shoot, dans la passe. On avait parlé là, de la passe contre Utah pour PJ Washington. Il fait pareil, une passe extérieure incroyable pour Dinwiddie contre Minnesota. Bon, faut se laisser du temps. Faut que le diesel Luka Doncic remarche, c'est normal. Je suis d'accord avec toi, Quentin, c'est normal de lâcher des matchs. C'est logique, tu as des matchs où tu es moins adroit, où l'équipe est moins performante. Un peu déçu quand même contre Houston à la maison. En plus de la rivalité contre les Rockets, il y avait un manque d'adresse incroyable. J'ai l'impression que l'Arceau avait voté contre nous. Mais il y avait aussi, je trouve, un poil de nonchalance, un peu de facilité quand même. On a pris plein de points bêtes, on ne bloque pas au rebond, on est un peu léger dans la défense. Donc, ils ont fait une très jolie remontada, ils ont failli remporter le match à la fin. Mais un peu de nonchalance, c'est agaçant. Il y a plein de trucs qu'on peut pardonner, mais la nonchalance et la facilité, c'est vraiment pas une valeur que j'aime bien, ça. C'est ça qui m'a agacé. Après, la saison sera longue. Ouais, la saison sera longue. Moi, il y a juste un aspect en tout cas qui peut m'inquiéter un peu et que je vais suivre vraiment sur la suite, mais je me fais pas trop d'illusions, c'est que il y a quand même beaucoup de tirs de Luka, pardon, où je trouve que la sélection de tirs est vraiment pas bonne. On a des tirs à 3 points qui sont pris alors qu'il peut rester du temps sur l'horloge pour essayer de faire quelque chose, aller chercher un tir plus facile à 2 points. Où en fait, on sent qu'il veut pas trop se casser la tête. Il va prendre un tir à 3 points et puis bon, on verra ce que ça donne. Et on le voit, hein, j'ai pas les chiffres là, mais sur ses premiers matchs, là, sa 3 points est quand même pas bonne. On sait que c'est pas son fort, mais c'est vraiment lié, je pense, à une sélection de tirs qui peut vraiment être améliorée de sa part. Et là où tu parlais de nonchalance, Nico, je te rejoins. Je sens que c'est le genre de truc où tu te dis, en playoff, il fera moins des choix un petit peu comme ça, ou un peu le choix de la facilité. Mais c'est toujours frustrant de se dire que bah, sur la saison régulière, on sent que il est un petit peu, voilà, bon, allez hop, aujourd'hui c'est contre Houston, aujourd'hui c'est contre Orlando, je prends un peu des tirs n'importe comment. Et hier, c'est le cas, face à Orlando, il en met, tant mieux. Mais il y en a, il prend quasiment du logo, il cherche même pas à dribbler. Ça, je vais quand même suivre sa sélection de tirs, où je pense qu'il faut quand même qu'il fasse mieux pour éviter du déchet. Tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'on sait que Luka, c'est un mec gourmand. Hein.
Il aime la petite gourmandise et la petite sucrerie pour se faire plaisir. Et je trouve qu'il est en excès de sucre là. Ouais, l'autre point, c'est parfois il va chercher la faute au lieu de chercher un beau tir, il va toujours essayer à chercher le N1. C'est un peu frustrant parfois. Tu as envie de lui dire, mais vas-y, laisse tomber la faute, tu mets le panier et puis n'essaye pas d'avoir, comme vous dites, la cerise sur le gâteau. Alors, ça peut être frustrant, mais moi je préfère ça, tu vois, que le tir à 3 points sans effort, parce qu'aller chercher la faute, globalement, c'est des tirs qui sont plus rémunérateur, ça fait une faute en plus à l'adversaire, ça augmente, ça fait que tu peux être plus dans le bonus plus rapidement. D'un point de vue victoire, je préfère largement ça, aller chercher des fautes, même si c'est un style de jeu que les adversaires n'apprécient pas et je comprends, plutôt que certains tirs très faciles, que je pourrais même qualifier de flemmards, qu'il peut prendre à 3 points notamment. Ouais, tout à fait d'accord. Quentin... Franchement, pour moi, Barn, on a vu beaucoup dans les highlights là, le shoot qu'il met contre Minnesota, mais franchement, ce shoot, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Ouais. C'est un shoot incroyable à 1 minute de la fin, mais concrètement, je crois qu'il finit à 1 sur 8 à 3 points si ma mémoire est bonne. Donc, ouais, il a un peu tendance à sortir le chapeau du cirque, hein, quand même, de temps en temps en ce moment. C'est un peu frustrant, mais bon, écoute, après, il a le génie. Après, ce que j'allais dire quand même, c'est qu'on a contre Houston 3 quarts-temps qui étaient assez horribles. Et là, il se réveille dans le 4e. Il a fait un 4e quart-temps de folie, on va dire. C'est pour ça que c'est une des grosses raisons pour laquelle Dallas est revenu dans la partie. Et puis, contre Orlando, on peut pas lui reprocher grand-chose quand même. Des grosses stats, un match avec des gros pourcentages. Ouais. Bon, après, est-ce qu'il s'est pas réveillé là à partir de ce 4e quart-temps de Houston, il s'est pas réveillé, peut-être que c'était faible au possible Orlando, honnêtement, hein. Enfin, je veux dire, Orlando hier soir sans Paolo Banchero, c'était très 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 faible. J'avoue que j'ai halluciné sur la faiblesse globale de l'équipe. Donc oui, il était plutôt en réussite, mais je trouve qu'en face, waouh, ça m'a beaucoup déçu, moi. Ouais, et puis il a été très bon pendant une mi-temps. Ça nous a suffi, comme dit Nico, avec le niveau d'Orlando. Une mi-temps nous a suffi pour faire l'écart et au final gagner le match. Parce qu'en fait, en deuxième mi-temps, il joue assez peu, il met que 7 points, il rate un peu plus de tirs. Et hier, voilà, dans la première mi-temps, c'était du Luka qui rentre ses tirs à 3 points. Il y a un petit peu d'insolence limite. Et oui, évidemment, ça reste Luka Doncic, c'est l'un des meilleurs joueurs. Pour moi, le 2e meilleur joueur du monde. Enfin voilà, ça reste un mec qui évidemment peut te faire du Luka Magic comme dans le 4e face à Houston, comme hier. Mais juste, voilà, dans sa sélection de tir, il peut mieux faire pour avoir des pourcentages qui soient meilleurs et ça ne sera que positif pour l'équipe. Alors, est-ce que le meilleur joueur des Mavericks depuis ce début de saison, c'est pas Kyrie Irving, Quentin? Kyrie, il est à 23 points par match, 48% au tir, et il est quasiment à 60% à 3 points jusqu'à présent. Il a été extraordinaire, Kyrie. Ouais. Alors, extraordinaire. Je pense qu'on peut avoir un niveau de Kyrie qui est encore supérieur à celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il amène beaucoup plus de régularité que Luka. Il est discret, c'est-à-dire qu'il a eu plusieurs matchs en dessous des 20 points. Il a eu cet énorme match face à Minnesota qui a été exceptionnel. Il est toujours aussi plaisant à voir jouer. Donc en fait, je dirais qu'un petit peu par élimination, c'est le meilleur des Mavericks. Mais tout comme Luka, il peut dévoiler un visage qui est encore meilleur. Vous savez, le fameux Kyrie de 4e quart-temps qu'on a vu l'an dernier, là pour l'instant, on l'a pas forcément encore vraiment vu. Mais ouais, par sa régularité, il apporte un aspect que Luka ne peut pas amener pour le moment, qui fait que pour moi, c'est le meilleur Mavericks de cette saison, mais c'est pas en tout cas ma plus grande satisfaction parce que je ne suis pas surpris de ce que Kyrie nous offre là. C'est avec grand plaisir que je le regarde tous les soirs. Mais je ne suis pas surpris comme j'ai pu l'être par les débuts de Clay ou d'autres joueurs dont on reviendra par la suite. Mais ouais, Kyrie, évidemment, c'est un de nos meilleurs joueurs et sur ce début de saison, c'est le meilleur. Nico, Kyrie fait plaisir à regarder. Tous les soirs, on se demande, il va nous faire il nous fait des actions incroyables dans la raquette à l'extérieur, incroyable. Après, je dirais que c'est un peu comme Luka, hein. On en a des génies du basket et on doit mesurer notre chance de pouvoir observer des génies du basket. Donc, il a forcément des éclairs. Il met la barre tellement haut que quand il fait des choses juste très bien, en fait, on considère que c'est banal. Non, c'est pas banal, en fait. Mais on est tellement habitué à l'exceptionnel qu'on va nuancer. C'est la même chose pour Luka, en fait. Donc,
faut regarder, faut être lucide sur de quoi, de qui on parle en fait. On parle de deux génies du basket. Donc oui, Kyrie comme Luka, ils ont des moments extraordinaires, des gestes extraordinaires. Kyrie, il a une gestuelle toujours. C'est un bonheur de voir ça au quotidien. Donc après, c'est pareil, il a de la bouteille, la saison va être longue, donc il nous montre des éclairs quand il a besoin de le faire. Donc il se gère, il a raison. Comme un mec de 34, je crois, 34 ou 35, je sais plus. Et comme un mec qui a une bonne dizaine de saisons de NBA. Il se gère. Et qui va pas être forcément motivé à 100%, c'est normal, par une énième saison régulière qui démarre. On est vraiment sur un effectif qui voilà, enfin, ça m'étonne pas ce démarrage un peu diesel qu'on peut voir de l'équipe. Et puis ouais, comme tu dis, on est dur avec Luka. Au final, le mec, il a quand même 28 points de moyenne, 9 rebonds, 6 passes D. Et quand je reviens un peu sur ce qu'on a dit ces 10 dernières minutes, on a quand même été un peu dur avec lui, alors qu'au final, enfin, c'est ouf de prendre du recul et de se dire que on a des critiques sur un mec qui a ces stats-là. Je veux dire, il y a quasiment toutes les franchises de la ligue qui rêveraient d'avoir un joueur qui fait ces stats-là, mais bon, voilà, on s'adapte par rapport aux joueurs qu'on a. On mesure la chance d'avoir Kyrie et Luka et on est critique par rapport à ce qu'on connaît de ces joueurs-là. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un Big Three, mais le troisième joueur que je voudrais qu'on débatte aujourd'hui, c'est Klay Thompson. Excellent dans les 4 premiers matchs, et puis finalement récemment là, un point moins bon là, contre Houston et puis contre Orlando. Il est à 14 points de moyenne et 37% à 3 points. Alors je cite les 3 points puisque c'est un peu ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de Klay Thompson jusqu'à présent, Nico? En fait, justement, moi, c'est. Alors attention, on va rester mesuré, ça fait 6 matchs. Hein, et on parle de Klay Thompson. Mais justement, j'aimerais bien voir autre chose que du 3 points, moi. Et je ne veux pas que ce soit le modèle étalon de juger Klay Thompson sur sa réussite extérieure. Parce que l'adresse, ça s'en va, ça revient. C'est logique, en fait, d'avoir des soirs où tu es plus en réussite que d'autres, où tu prends feu, et des soirs où tu n'en mets pas un parce que c'est Klay Thompson. Enfin, en tout cas, tu es moins en réussite. Il a bien démarré, très clairement, même très bien démarré. On sent que son positionnement, il va étirer le jeu, il l'étire déjà, et ça aide l'équipe, et c'est une très bonne chose. Et tu sens qu'en face, ils ont peur du shoot extérieur, ils ont peur de ses coups de chaud. Il n'y a pas de problème, ça aide l'ensemble de l'équipe. Moi, le seul truc qui me déçoit un peu, en fait, c'est exactement ce que tu as décrit. Je regrette un certain, alors c'est pareil, c'est avec des nuances, mais je regrette un manque de diversité dans son jeu. Je trouve que il devra apporter un poil plus que juste du catch and shoot. Il se défend bien, tu sens engagé, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais le voir un peu plus sur du shoot mi-distance, sur un peu plus de pénétration, un peu plus dans la recherche de la place intérieure. Je me dis juste que les places sont chères. Il ne peut pas juste être le shooter extérieur. Il doit faire plus. On parle de Klay Thompson. Il doit faire plus. C'est pareil, on met la mesure là, il faut mettre la barre assez haut, donc je suis peut-être un peu dur dans les commentaires là, mais j'attends encore plus de lui. Parce que derrière, je trouve qu'il y a des joueurs, on va en parler tout à l'heure, qui poussent bien et qui apportent d'autres qualités, et notamment de la polyvalence. Donc moi, c'est pas un big free, il fait des très bons débuts après toutes ces années dans une autre équipe. Voilà, on a aussi le droit d'être exigeant avec au-delà de l'adresse. Parce qu'une nouvelle fois, l'adresse, il y a des soirs ça va rentrer, il y a des soirs ça va moins rentrer, c'est normal. Mais est-ce que finalement, vu que Klay joue avec Kyrie et Luka, est-ce que finalement on n'a pas besoin d'avoir Klay super bon chaque soir? C'est normal finalement qu'il ait moins de shoot que quand il était avec Golden State, parce que comme hier par exemple, on avait Luka, on avait Kyrie, ils étaient tous les deux bons. Finalement Klay a été un peu moins visible et c'est pas grave, c'est normal. Moi, je l'ai trouvé pas mal hier. Je le trouve pas mal en défense même. Et puis, j'ai trouvé quand même qu'il a été faire des petits shoots à mi-distance. Il y a eu deux tirs à l'intérieur. Donc, ouais, non, moi, je m'attends pas à ce qu'il fasse que des 3 points. Je trouve qu'il s'adapte aussi au fait qu'il ait Kyrie et Luka avec lui. Quentin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, moi, c'est peut-être notre premier gros désaccord avec Nico. Moi, je suis quand même globalement très satisfait de Klay Thompson et ça ne me gêne pas si sur la suite de la saison, il reste cantonné dans ce rôle pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a pu voir plusieurs séquences où il est tellement respecté à 3 points que ça permet d'empêcher l'aide, la prise à 2 sur certains joueurs qui veulent travailler, notamment Luka au poste. On l'a bien vu hier où du coup il s'est retrouvé
en 1v1, et du coup il est très très bon au poste en 1v1, et le défenseur ne pouvait pas venir aider parce qu'il était sur clé, il pouvait pas le laisser. Aussi, ce que j'ai pu voir, c'est que sur tous les matchs qu'il a fait, il y a évidemment plus de tirs à 3 points qui sont pris que de tirs à 2 points, mais il y a toujours quand même des tirs à 2 points qui sont pris. Alors des fois il y en a 4, des fois il y en aura peut-être 6, et sur tous les matchs, il me semble, j'ai pas vérifié ça Antonio, sur tous les matchs il est à plus de 50% sur ses tirs à 2 points, donc moi ça me va qu'il en prenne quelques-uns dans le match, il va faire les quelques pénétrations, les mi-distances, bon je suis pas très fan des mi-distances, tant qu'il les met pourquoi pas et que ça reste limité. Mais en tout cas, d'un point de vue attaque, moi, ça me gêne pas du tout que Klay Thompson reste à un rôle de tireur à 3 points. On sait qu'il a plus la jeunesse qu'il avait avant pour pouvoir peut-être faire plus d'actions diverses comme il pouvait faire à Golden State, parce qu'on lui en demande aussi en défense. Et donc, à l'âge qu'il a, il faut aussi qu'il se garde en défense. De ce qu'on a vu, et je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est vraiment plutôt pas mal ce qu'il a pu proposer. Alors bon, évidemment, ça grince un peu face à des jeunes joueurs comme Jalen Green, qui ont vraiment la jeunesse, beaucoup d'explosivité. Mais globalement, j'ai été très content de ce qu'il a pu reposer en défense. Donc non, moi je suis vraiment satisfait des premiers matchs. Oui, l'adresse n'a pas été ouf à 3 points sur les 2 derniers, mais à 2 points, ça a été clean et il apporte toujours ce spacing. Donc Klay, ça reste une bonne satisfaction pour moi sur 6 premiers matchs, et j'ai hâte de voir ce que ça a donné un peu les 10-15 premiers matchs, voir si on peut avoir une idée un peu plus globale de tout ça. Mais pour l'instant, ce qui est proposé me gêne pas. Bon, alors là, on a parlé des 3 joueurs majeurs de l'attaque des Mavs, mais quand on avait fait notre preview, les gars, on s'était dit que l'attaque des Mavericks allait être une des meilleures de NBA. Il faut voir que jusqu'à présent, leur rating offensif est seulement de 113. C'est le 17e rating offensif de la NBA. Donc cette attaque, elle n'a pas été encore très performante. On va reparler de la défense parce que finalement, la surprise, c'est peut-être que la défense a été meilleure qu'on l'espérait. Mais cette attaque, on l'a pas encore vue à 100%. Ouais, clairement, on l'a pas vu à 100%, et pourtant on a pu voir quand même déjà 4 victoires sur 6. On relativise par rapport à la faiblesse des adversaires évidemment, mais des victoires qui ont été quand même plutôt tranquillement gérées. Un match contre Houston, on a failli revenir malgré une première mi-temps désastreuse, on est mené de 20 points, etc. Je trouve que ça recoupe plutôt bien ce qu'on a dit dans notre preview, c'est-à-dire on a tellement un potentiel offensif qui est tellement fou dans cette équipe que même quand tu fais un match où t'es moyen, où t'es normal en attaque, et ben en fait, il te suffit d'avoir une bonne base défensive pour réussir à gagner des matchs, et c'est ce qui s'est passé pour l'instant. Donc j'ai très hâte de voir un match où on a vraiment le potentiel offensif qui se révèle. J'ai trouvé que face à Phoenix, nos 3 stars répondaient plutôt bien, mais ça a été le reste de l'équipe qui a eu beaucoup de mal, notamment PJ qui a été maladroit, et nos 2 pivots, c'est peut-être leur seul mauvais match des 6 matchs, on en reviendra par la suite. Mais voilà, globalement, on a une équipe qui n'a pas encore montré tout son potentiel offensif, et je préfère honnêtement ça que l'inverse, c'est-à-dire les 6 premiers matchs en attaque, ça soit super bien, mais en défense, ça traîne vraiment. Et pour l'instant, je trouve que c'est plutôt l'inverse. La défense me rassure plus, et l'attaque, je sais que par la suite, ça va venir. Quand tu as des mecs comme Luka, Kyrie dans l'effectif, tu sais que ça va arriver dans la suite de la saison. Alors les gars, une des grosses satisfactions de ce début de saison, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est le secteur intérieur. Alors, j'ai envie de mettre 3 joueurs dans ça, c'est Lively, Gafford et Washington. Honnêtement, Lively, Gafford, ils ont été excellents. On les voit dominer l'intérieur. Alors, ça n'a pas été le cas contre Houston, mais globalement, ils font un bon début de saison. Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Lively et Gafford ? Ouais, mais le package des 3, je pense qu'effectivement, c'est grosse satisfaction. Je trouve que l'alternance Gafford-Lively dont on avait parlé dans la preview, avec chacun donne des bonnes minutes, c'est bien vérifié sur les 6 matchs qu'on a pu voir. Donc, on a eu, pas toujours dans les mêmes matchs, mais on a eu des gros matchs de Gafford ou de Lively, parfois des 2. Je pense qu'effectivement, le seul trou noir, pour moi, il n'est pas contre Houston. Hein. Pour moi, il est contre Phoenix. Hein. Contre Phoenix, où on se fait écharper un petit morceau par Yusuf Nurkic, Kleber inclus. Et là, c'est le seul moment où là, j'avoue que je me suis senti très léger et j'étais un peu déçu. Mais c'est un match. Je pense que Nurkic était beaucoup en réussite sur ce match-là. Et les Suns, à vous, étaient bien meilleurs que ce que j'avais imaginé en début de saison. Mais ouais, c'est grosse satisfaction. Et puis PJ Washington.
Je pense que PJ Washington, on le confirme dans le poumon défensif de l'équipe. Pareil, performance en attaque irrégulière, mais il laisse tellement de jus et d'énergie en défense sur toute l'équipe que tu comprends aussi qu'il a un peu de maladresse derrière. Moi, PJ Washington, je suis super content de voir ce qu'il peut faire en début de saison. Et je suis encore plus satisfait de le voir dans la mentalité qu'il a. Quand je vois, en plus, sans rentrer dans trop de détails, Kyle Kuzma à Washington, qui était quand même la cible numéro 1 du trade des Mavs l'année dernière, qui est catastrophique à Washington à tout niveau. Qu'est-ce que je suis content d'avoir PJ du coup de notre côté, quoi. Donc ouais, pour revenir à ta question, Bernab, très content du secteur intérieur dans son ensemble, de l'énergie défensive apportée. C'est une grosse satisfaction. Ouais. Ouais, je vais rajouter qu'effectivement, PJ, il y a vraiment juste l'adresse aujourd'hui qui fait un peu tâche quand même. Il est à 26% à 3 points, donc l'échantillon est encore faible, mais il doit s'améliorer parce que globalement, les tirs qu'il prend, c'est des tirs ouverts. Je lui demande pas d'être le franchise player qu'il a été face à OKC, mais ça doit quand même être au moins à 33-34%, vu la facilité des tirs à 3 points, mais sinon, sur le reste, c'est très bon. Hein. On sent, comme tu dis, que il est intégré en tant que poumon défensif. Il a une énergie qui est folle. Il chope plus de rebonds, mine de rien, que Gafford, il me semble. Alors évidemment, il a plus de temps de jeu, hein, c'est normal, mais ça montre qu'il est vraiment très, très, très impliqué. Et un compte de moyenne par match, quasiment 2 interceptions de moyenne par match, ça montre vraiment en fait ce côté couteau suisse qu'il a, qu'on attendait de lui, on en parlait dans la preview, et pour l'instant, il le confirme. Alors PJ, voilà, augmente un peu tes pourcentages et on va être vraiment super content de toi, et c'est normal qu'il ait sa place de titulaire au poste 4 en tout cas. Et juste, alors Lively, je suis vraiment pas du tout surpris de son début de saison, c'est tout ce que j'attendais de lui. Et juste Gafford, limite, je sais que c'est un mec qui a une énergie de malade, mais je suis encore surpris par l'énergie qu'il arrive à mettre dans tous ses matchs. Il a l'énergie d'un rookie qui débarque, alors que, bon, j'ai l'impression le mec, il a 30 ans, alors qu'au final, il est plus jeune que moi. C'est ouf de dire qu'il a 26 ans. J'avais envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Dans chacun de ses matchs. Et c'est juste un truc de fou, que ça soit dans les alley-oops, dans les contres, etc. Et voilà, j'adore voir ça de la part de Daniel Gafford. Donc, vraiment une grande satisfaction. Et voilà, on espère enfin, en tout cas, j'espère, je sais pas, Nico, que Maxi Kleber pourra revenir prochainement pour voilà, continuer à nous donner ces quelques minutes par match où on sort voilà, nos 2 postes 5 traditionnels, on fait un peu de five out pendant quelques minutes. Moi, j'aime toujours bien, j'espère qu'il pourra revenir. Mais, Ouais, bah on a besoin de tout le monde une nouvelle fois. Hein, la saison va être longue. D'ailleurs, on voit Dwight Powell quand même. Il a eu plus de minutes que ce que j'imaginais, notre ami Dwight Powell. Donc, ça en dit long. Donc, je sais pas si on a besoin de la rotation de Maxi. Même si, putain, Maxi, qu'est-ce qui s'est fait manger par Nurkic là? Ça me faisait mal au cœur. Bon les gars, on va passer au banc. Alors le banc, on va dire qu'il y a un bilan un peu mitigé. J'ai envie de dire, offensivement, c'est assez. Ils ont pas, à part Lively. Je ne sais pas si on peut le compter comme un joueur du banc, mais à part Lively, leur production offensive a été plutôt moyenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce banc des Mavs? Le premier arrière en sortie de banc, Quentin, il y a eu un débat. On ne savait pas si ça allait être Dinwiddie, si ça allait être Hardy, si ça allait être Grimes. C'est Dinwiddie qui a été sélectionné. C'est lui qui a le plus de temps de jeu, on a l'impression. Enfin, on sent qu'il y a encore du tâtonnement à ce poste-là. Ah oui, clairement. Là, Kid, il n'a pas encore fait ses choix. On rappelle que Dante Exum n'est pas là, mais qu'il pourrait clairement être dans la conversation avec ces 3 mecs-là s'il a le niveau qu'il avait en saison régulière l'an dernier. Le choix n'est pas fait. Et puis les performances qu'on a vues de ces 3 joueurs, donc Dinwiddie, Grimes et Hardy, ne permet pas encore de faire un choix arrêté. Moi, je suis juste surpris que Kid ait très rapidement comme ça donné autant de minutes à Dinwiddie. Je peux pas lui donner à 100% raison, je peux pas non plus lui donner à 100% tort, parce que ce que Spencer nous a montré, c'est moyen. C'est mieux que ce qu'on attendait. Vous savez qu'on en parlait, on dit que globalement il était bien finito. C'est mieux que ce qu'on attendait, mais c'est pas non plus transcendant par rapport à ce que Grimes ou Hardy peuvent proposer. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un questionnement sur qui faire rentrer. Le seul truc, moi, alors que je suis quand même plutôt pro Dinwiddie, c'est que je me dis, Grimes et Hardy, ils ont 24 et 22 ans. Je leur laisserai perso plus de temps avant de prendre la décision de si oui ou non il faut faire augmenter Dinwiddie dans la hiérarchie en sortie de banc.
Voilà, je suis surpris du choix de Kidd. Clairement, il va falloir un échantillon plus grand pour pouvoir se décider. Et je sais pas si c'est la bonne méthode de donner par match 10 minutes à l'un, 12 à l'autre, 15 à l'autre. Je pense qu'il faut plus faire un choix plus arrêté, donner plus de minutes à 2 mecs sur les 3 pour qu'ils puissent se faire une place. Et puis après, on verra si oui ou non on le garde dans la rotation ou pas. Voilà. Pour l'instant, on est un peu entre deux eaux quoi, sur ces 3 arrières. Ouais, c'est un peu le poste où on aurait besoin d'un petit boost, notamment offensif. Après, défensivement, Grimes, il est quand même pas mal. J'ai le souvenir que dans les phases défensives, là où on a besoin d'un stop, on le fait rentrer et puis il donne satisfaction quand même défensivement, Quentin Grimes. Oui. Enfin, ouais. Donc, oui, mais ça m'a pas marqué, tu vois, plus que ça. Genre, je suis plus satisfait peut-être par Najee Marshall que par Grimes. En tout cas, j'ai trouvé qu'il a pu montrer un peu plus offensivement à 3 points que les 2 autres dont on a parlé. Il y a plus de sécurité que Hardy ou Dinwiddie qui peuvent vraiment nous montrer des choses assez moches. Moi, c'est plutôt sur ce côté-là, stabilité offensive, que j'ai préféré Grimes aux 2 autres. Mais encore une fois, l'échantillon est assez faible. Défensivement, je sais pas. Je sais que face à Jalen Green, il n'a pas non plus réussi à trouver de solutions. Voilà, j'attends d'en voir un peu plus, perso. Alors, le joueur qui nous a donné satisfaction, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les gars, c'est Najee Marshall. Nico, c'est un joueur que tu apprécies par sa polyvalence. Ouais, après, j'apprécie Najee Marshall. Je pense que si on regarde l'échantillon des 6 matchs, il a quand même débuté doucement et il monte par contre très sûrement en puissance. Donc si on regardait sur les 2 premiers matchs, on s'aurait dit mais où est Najee Marshall? Là, clairement, sur les 3 derniers matchs, il a montré beaucoup de qualités, notamment sa polyvalence. Je trouve qu'il a la grande qualité de jouer simple, mais très juste en attaque, même aussi en défense. Enfin, on sent qu'il a la qualité du mec qui sait ce qu'il sait faire. Ça, c'est vraiment une qualité que j'adore. Et il s'était défini quand tu lui avais demandé, mais on lui avait posé la question en conférence de presse, un peu de se définir. Il dit « I'm a dog ». Parce que c'est un mec qui va tout chercher. C'est un col bleu, en fait. Moi, c'est exactement le genre de joueur que j'aime bien. C'est un peu le col bleu du Romal. Et ça, clairement, c'est une qualité dont les Mavs auront besoin. Et je pense qu'il va devenir assez vite, à mon avis, un chouchou du public. Ou si c'est pas un chouchou du public, ça sera au moins un chouchou pour moi. Il montre des qualités de polyvalence des 2 côtés du terrain dont on aura besoin. C'est une grosse satisfaction. Après, je veux juste revenir sur ce que tu disais au tout début. Je pense que sur le banc, il y a encore plein de questions. Je partage ce constat-là. Par contre, il y a une certitude, c'est qu'on a besoin d'un banc qui soit performant et d'un banc qui marque des points. Je pense que s'il y a un point en commun sur tous les matchs de début de saison et notamment sur les défaites, globalement, on perd en fait quand notre banc n'apporte pas son quota de points et n'est pas performant, surtout offensivement. Que ce soit sur les lignes arrière ou les lignes plus intérieures, quand on ne marque pas des points du banc, et ben globalement, le match nous échappe. Donc, on a besoin d'un banc performant. Ouais, par rapport à Najee Marshall, comme tu dis, il y a une montée en puissance. On l'a vu sur les premiers matchs où il avait assez peu de temps de jeu, plutôt autour de 15 minutes. Et là, les derniers matchs, on est monté au-delà de la vingtaine. Donc, on rappelle que globalement, Najee Marshall a été pris aussi pour pallier au départ de Derrick Jones Jr. qui s'était très bien intégré dans l'effectif. Donc, Derrick Jones, il jouait en général 23-24 minutes par match. Moi, c'est un peu ce que voilà, je vise ce temps de jeu pour Najee Marshall par la suite. Et s'il propose ce qu'il a proposé hier face à Orlando de manière plus régulière, il n'y a pas de souci à lui donner. J'ai vraiment apprécié son match. Donc, il a fait un match de couteau suisse. 4 points, 5 assists, 5 rebonds, 2 interceptions. Moi, c'est les assists que j'ai le préféré. Parce que autant le style, les interceptions, on savait que c'est le genre de profil qui peut être intéressant en défense. 5 rebonds, bon, ça se prend, c'est 5 rebonds défensifs. Mais les passes décisives, il y en a vraiment certaines. Il y en a une là en tête où il fait une sorte de passe laser pour aller chercher quelqu'un sous le panier. J'ai vraiment apprécié ça. Et elles étaient en transition, la plupart de ces passes. Ouais. Et il apporte de la vitesse, ça, voilà. C'était pas une surprise, tout ça. Donc, il faut qu'il confirme ce bon élan-là parce que je pense que c'est clairement un joueur dont on va avoir besoin dans notre rotation sur le
sur le long terme dans cette saison pour avoir un banc qui propose une continuité et de la solidité par rapport à notre 5 de départ. Donc là, on n'en est que à 6 matchs joués. J'ai été surpris du fait qu'il n'ait pas sa vingtaine de minutes forcément donné dès le début, parce que pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas lui donner tout de suite. Mais là, de ce qu'il a montré des derniers matchs, clairement, il y a de quoi lui donner ces minutes-là. Je ne peux pas non plus dire que c'est une grande satisfaction, parce que ça reste quand même il n'a pas mis plus de 5 points sur les matchs qu'il a joués. Mais globalement, c'est positif tout ce qu'on voit, et il peut que s'améliorer en allant dans cette direction. Ça devrait faire de lui un joueur clé de notre rotation, et notamment sur le côté défensif quand des PJ Washington seront dehors, et comme ça on sait qu'on aura un Lively plus un Marshall qui en sortie de banc peuvent apporter une consistance défensive qui sera toujours intéressante à l'effectif. Ouais, t'as raison, Quentin. J'avoue que moi, j'apprécie encore plus de l'heure dans l'effectif parce que je pense qu'ils sont complémentaires, en fait. Il apporte des qualités dont l'équipe aura besoin et qu'on n'a pas tant que ça, je trouve, dans le roster. Donc, c'est encore plus important sous cet angle-là. Et je le voir jouer, là, notamment dans l'intensité défensive qu'il peut apporter sur les 2 derniers matchs, j'avoue que quand je pense au moment où on va commencer les playoffs, je pense qu'on sera très content d'avoir Naji Marshall de notre côté et pas en face de nous. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que il arrive, il est nouveau dans l'effectif aussi, hein, donc l'intégration, elle met aussi du temps avant de pouvoir bien s'intégrer. Les premiers matchs de Derrick Jones Jr. qui aussi venait d'arriver à Dallas, à part un gros match là qu'il faut au tout début face à Memphis, ça a aussi été compliqué. C'est normal. Il faut qu'il se fasse au système, il faut qu'il se fasse à l'effectif, qu'il trouve son temps de jeu, etc. Donc on va surveiller ça sur les prochains matchs. Je me fais pas trop d'inquiétude, mais on aura besoin de lui pour la suite, ça c'est sûr. Les gars, un petit mot là de la défense, parce qu'on a parlé de l'attaque tout à l'heure, on a dit finalement l'attaque est pas aussi bonne qu'on l'espérait. Défensivement, le rating 108, donc c'est 4e de NBA. Là, en défensivement, finalement, ils sont bons les Mavs. Est-ce que tu t'attendais, Nico, à une défense aussi forte? Ouais, oui, globalement, je suis plutôt satisfait. On a listé quand même plusieurs joueurs du coup qui ont montré des grosses capacités défensives. Je le nuancerais juste avec l'échantillon de match et notamment l'adversité. On en reparle quand on a fait 20 matchs et qu'on a joué des équipes avec des capacités offensives un peu plus fortes. Je trouve quand même que sur l'échantillon qu'on a, on n'a pas joué avec des équipes qui sont des monstres offensifs. Hein. Ouais, c'est ça. Faut se dire que sur un échantillon aussi petit, le 4e, en fait, le 4e de défense, enfin, 4e défense, rating défensif, ça va très très vite. Ouais. Et en ayant affronté le Orlando privé de Banchero d'hier et le Jazz, ça aide effectivement à être aussi haut. Ouais, et même les Spurs, sans Darius Vassell, enfin, on va pas revenir sur le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est l'échantillon est faible, donc apprécions les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui, et on en reparle dans une dizaine de matchs. On aura plus d'adversité. Il y a une série intéressante de matchs qui arrive là. Ça va nous en dire plus sur la réalité de où est-ce que se situent vraiment les Mavs en novembre 2024. Alors justement, les prochains matchs, ça va être intéressant de voir Ouais, merci pour la transition. Des matchs contre des équipes intéressantes, des équipes un peu surprises aussi de ce début de saison. Donc on a Indiana ce soir, on va aller voir ça tout à l'heure. Le 6 novembre, donc ça c'est mercredi contre Chicago qui fait un début de saison pas si mal. Phoenix, la revanche, et en back-to-back, donc ça va être vendredi. Jeudi, le 7 novembre. Les Phoenix qui démarrent super bien et on va vouloir prendre notre revanche. Et puis ensuite, on a Denver et Golden State. Donc, des matchs très intéressants à venir. On refera un point, bien sûr, la semaine prochaine pour voir comment cette série de 5 matchs va se passer. Les gars, quel match vous intéresse le plus parmi les 5 prochains là, que je viens de citer? Alors, sportivement, alors juste contre Phoenix, il me semble pas que c'est un back-to-back. Hein. Là, en gros, le seul back-to-back qu'on a, c'est Indiana, alors qu'on a déjà joué face à Orlando cette nuit, mais on a pu reposer nos cadres, ça c'est cool. Mais après, là, on va jouer un peu tous les 2 jours. Sportivement, c'est le match contre Phoenix qui m'intéresse le plus, parce qu'on les a déjà affrontés, ils nous ont globalement bien battus, donc je veux voir comment on répond, notamment à la maison. C'est le match où j'ai le plus envie de voir une victoire.
Et évidemment, pour le storytelling, le match qui m'intéresse le plus, ce sera le 12 novembre à Golden State, qui fait un bon démarrage, clairement un très bon démarrage de saison, mais surtout pour le storytelling, pour Klay Thompson, c'est sûr que ça sera un immanquable. Et même le match face à Denver, ça va être toujours intéressant de voir un Jokic face à Doncic. Et surtout, moi, ce que je vais regarder, mais je me fais pas trop d'illusions, parce que vous connaissez mon amour pour Jokic, c'est voir qu'est-ce que Gafford et Lively vont réussir à mettre en place face à Jokic. Ça va être très 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 dur. J'en avais parlé dans la preview, moi j'ai peur de Denver juste pour ça. Et voilà, c'est un premier affrontement face à un gros. J'ai hâte de voir comment nos deux pivots vont réussir à répondre aux Serbes. Moi, pour répondre à ta question, de très loin, j'attends le match à Golden State. Je pense que c'est tellement un match symbolique de retour de Klay Thompson à Golden State. Je suis curieux d'ailleurs de voir si Draymond Green va écraser Klay comme il l'a annoncé dans une interview débile qu'il donne. Mais surtout le match que va faire Klay Thompson, parce que ces 2 ans de frustration, là, j'espère qu'il va les matérialiser dans un premier très grand match contre le Golden State. Ça serait une excellente idée. Donc ça va être un sacré match à Golden State. Il va avoir une sacrée... Enfin, je sais pas si pression est le bon mot, mais il va avoir une charge émotionnelle quand même extrêmement forte pour lui. Donc moi, tu vois, je l'en veux pas. S'il passe à côté de ce match, ça m'étonnerait pas, parce que imagine... Enfin, il a fait combien 10, 11 saisons, je sais plus. Alors ok, c'était pas tout le temps au Chase Center, mais même c'est la même franchise où il a tout le temps joué, il va avoir une vidéo hommage de malade, il a remporté 4 titres, enfin... Ça va être émotionnellement tellement fort pour lui que je me dis, ça se trouve, ça va être très très dur de rentrer dans son match, mais ça m'étonnerait pas au contraire, tu vois, ça soit Kyrie ou Luka qui nous fasse une grosse masterclass là-bas, et peut-être que le match d'après ou le match d'avant nous fasse un premier Clay game, quoi. Mais oui, trop hâte de voir ce match. Ça nous fera l'occasion d'un prochain podcast, du coup, les gars. Ah oui, on espère que sur les 5 matchs, par contre, il faut au moins gagner 3, ça c'est sûr, parce qu'il y en a déjà 3 sur 5 qui sont à la maison. Il y a une équipe, Chicago, sur le papier, qui est quand même bien plus faible que les 4 autres, mais vu notre standing, il faut qu'on continue sur notre lancée, donc 3 sur 5, c'est pour moi un minimum sur ces 5 matchs. Donc voilà, enfin, je sais pas, Nico, ce que tu en penses. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, pareil, dans la série Jean-Michel, je nuance. Ouais. Je dirais que faut aussi se rappeler qu'on enchaîne les matchs à domicile, là, hein. Ouais. On en a encore 3 d'affilée là, et après on va rentrer sur une autre série de matchs beaucoup plus à l'extérieur. On a beaucoup joué à domicile quand même, donc pareil pour nuancer sur les 6 résultats. Donc faut qu'on maximise quand même un peu nos résultats à domicile, et pour essayer d'arracher au moins un match sur les 2 à Denver ou à Golden State. Après, dernier mot. Il y a quand même quelques surprises quand même sur ce début de saison NBA. Il y en a une où je suis pas très surpris. J'ai peut-être regretté ces paroles, mais je suis pas très surpris. C'est quand même Denver qui commence doucement et qui montre effectivement d'ores et déjà son manque de banc. Ah, oui. Là, ça devient assez criant, hein. Pour leur première victoire et en prolongation, Jokic a dû marquer 40 points et je sais plus combien de rebonds et de passes décisives. Il n'est pas en train de se reposer, notre Nikola Jokic là, hein. Il est obligé d'être à 300% en four au moulin pour faire gagner des matchs aux Nuggets. Ah oui, clairement, pour moi, il y a 2 grosses surprises sur ce début de saison. Côté Ouest, c'est Denver, enfin, surprise, je sais pas, mais Denver qui a effectivement du mal, qui galère contre des équipes faibles, hein, comme tu dis, les 2 victoires. Je crois que c'est 2 victoires en back-to-back, et les 2 en prolongation, c'est Toronto et Brooklyn. C'est pas des équipes contre qui tu dois galérer. Mais la giga surprise, mais voilà, on est un peu hors sujet, c'est quand même les Bucks qui sont vraiment affreux sur ce début de saison, alors qu'ils ont Giannis, ils ont Lillard. Bref, ça, on verra ce que ça donne par la suite. Là, je pense que déjà, on a dépassé notre timing, mais ça sera quand même très intéressant à suivre sur le... Est-ce qu'on peut mettre à jour je vais mettre à jour mon pronostic. J'avais dit que Chauncey Billups sera le premier coach viré de NBA. Je vais changer mon pronostic. Je vais mettre le viseur sur mon ami Doc Rivers qui va une nouvelle fois se faire virer. Ah, ok. Eh ben, peut-être, ouais, c'est sûr que... En plus, Lillard, il aurait quand même critiqué... Bon, les gars, je pense qu'on peut clôturer le podcast. Déjà être assez critique, peut-être la semaine prochaine. On verra. En tout cas, Kid a l'air bien au chaud. Ouais, et puis, faut prendre soin de notre ami Giannis. Là, on sent que la franchise, c'est le moment où ils ont besoin de lui montrer de l'amour et un chemin positif. Sinon, il va Tout à fait. Ça va être une autre histoire pour notre... Tout à fait. Bon, on a fait le tour.
Bah, ok, allez, salut tout le monde. À Avec plus. plaisir. Salut les amis.